Alors, imaginez un instant. Vous avez une armée de mercenaires, les meilleurs soldats du monde, qui vient de remporter une victoire écrasante. Mais au réveil, l'ambiance n'est pas à la fête. Leur employeur, celui qui leur a promis une fortune, gît mort sur le champ de bataille. Et eux, ils sont à plus de 1500 kilomètres de chez eux, piégés au cœur de l'empire le plus puissant du monde. Un empire dont ils viennent d'essayer de renverser le roi. Que faire? C'est le point de départ d'une des épopées les plus incroyables de toute l'histoire. Et c'est une histoire qui va bien au-delà de la simple survie. Ce n'est pas juste une retraite militaire, c'est un choc des cultures. Ah oui, Oui, un laboratoire de leadership en situation de crise absolue. Et surtout, c'est un événement qui va exposer une faille béante dans l'armure d'un empire qu'on pensait invincible. Les conséquences vont être énormes. aujourd'hui, on plonge dans l'anabase de Xénophon, en s'appuyant sur une édition académique qui nous a été fournie. Notre mission, c'est de comprendre comment une tentative de coup d'État menée par ambition a pu tourner au fiasco, avant de devenir cet exploit légendaire. Et pour comprendre ça, il faut remonter, je crois, à une histoire de famille. C'est exactement ça. Une rivalité fraternelle pour le trône le plus puissant du monde. On est en 405 avant Jésus-Christ. Le roi de Perse, Darius II, eh bien, il meurt. Et il laisse deux fils. Deux fils. L'aîné, Artaxerxès, qui devient le nouveau grand roi, et le cadet, Cyrus le jeune. Et Cyrus, lui, il est persuadé. Persuadé d'avoir été volé. Pourquoi? Juste parce qu'il est le plus jeune? Pas seulement. Il a deux arguments. D'abord, il y a sa mère, la reine Parysatis. C'est son favori et elle a une influence immense à la cour. D'accord. Et ensuite, il a un argument dynastique. Il est né dans la pourpre, c'est-à-dire que son père était déjà roi à sa naissance, alors que son frère Artaxerxès est né avant. Ah, je vois la nuance. Pour lui, ça lui donne plus de légitimité. Voilà. Mais au fond, je pense qu'il se sent surtout plus compétent, plus énergique que son frère. Il a un ego assez solide, si je comprends bien. Un ego colossal. Et une arrogance qui va être sa perte. Il y a cette anecdote qui est très parlante, celle de ses cousins. Racontez. Peu avant la mort de son père, deux de ses cousins viennent lui parler, mais sans cacher leurs mains dans leurs manches. Or, ce geste, c'est un signe de déférence absolue réservé au roi. Une façon de montrer qu'on ne cache pas d'armes. Exactement. Eh bien, pour cette simple entorse à l'étiquette, Cyrus les fait exécuter. Il se comporte déjà comme un roi, et ça, évidemment, ça ne passe pas. J'imagine. Donc, dès que son frère est couronné, ses ennemis en profitent. Immédiatement. Son grand rival, le satrape Tissapherne, l'accuse de complot, le jour même du couronnement. Rien que ça. Cyrus est arrêté, condamné à mort, et il n'est sauvé que, in extremis, par les supplications de sa mère. Humilié, il est renvoyé dans sa Provence avec une seule idée en tête, la vengeance. Il va lever une armée et prendre le trône de force. C'est son plan. Et pour ça, il lui faut les meilleurs, les Grecs. Mais comment on convainc des milliers de mercenaires de se lancer dans une mission pareille? C'est une trahison, soyons clairs. C'est une trahison pure et simple. Il le fait par la ruse et par l'argent. Le timing est parfait pour lui, en fait. Pourquoi? Parce que la guerre du Péloponnèse vient de se finir, et elle a laissé des dizaines de milliers de soldats grecs, des hoplites, surentraînés, sans emploi. Une armée de chômeurs d'élite, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et Cyrus leur fait miroiter une mission simple, lucrative, aider à mater une tribu rebelle dans les montagnes, les Pisidiens. Un prétexte officiel parfait. Et il paye bien, j'imagine. Très très bien. Il se bâtit une réputation de générosité. Ça marche. Même les grandes cités comme Sparte, elles y croient? Sparte joue un double jeu. Officiellement, oui, ils acceptent le prétexte. Mais ils savent sûrement ce qui se trame. Ils lui envoient quand même 700 hommes. Donc, au printemps 401, il a son armée. Il a son armée. Environ 13 000 Grecs et près de 100 000 troupes locales. Et la machine se met en marche. Mais les soldats grecs ne sont pas idiots. En marchant plein est pendant des semaines, ils ont bien dû se douter de quelque chose, non? Absolument. Et la crise éclate à Tarse. Là, ils refusent d'avancer, ils sentent l'arnaque, ils comprennent qu'on les mène droit vers Babylone. Et comment Cyrus s'en sort? C'est grâce à un général spartiate, Cléarque, le seul grec qui était dans la confidence. C'est un manipulateur de génie. Il fait semblant d'être de leur côté, menace de tout planter là. Pour mieux négocier, en fait. Exactement.
Il négocie pour eux une augmentation de 50% de leur solde. Et l'appât du gain l'emporte. C'est brillant et terriblement cynique. La vérité ne leur est révélée qu'au tout dernier moment, quand ils sont au bord de l'Euphrate. Là, ils sont si loin en territoire ennemi que faire demi-tour est devenu plus dangereux que de continuer. Ils sont piégés. Ils sont piégés. Ce qui nous amène à la confrontation, la bataille de Cunaxa. D'un côté, Cyrus. De l'autre, son frère, le roi Artaxerxès, avec une armée gigantesque. Les sources parlent de presque 1 million d'hommes. C'est sûrement exagéré, mais l'échelle est colossale. Et le plan de Cyrus, il est simple, non? D'une simplicité brutale. Tuer le roi et la guerre est finie. Il faut viser la tête. Voilà. Les Grecs de Cléarque sont sur l'aile droite, une position clé. Et Cyrus lui donne un ordre direct. Dès que ça commence, vous ignorez tout le reste et vous foncez sur le centre, là où est mon frère. Et Cléarque, il obéit. Il refuse. C'est ça qui est fou. Il désobéit à un ordre direct qui pouvait décider de la victoire. Mais pourquoi? C'est de l'insubordination pure et simple. C'est une excellente question. Pour un général spartiate, exposer son flanc droit, le côté non protégé par le bouclier, c'est le péché capital. Il juge la manœuvre suicidaire. Donc il choisit la prudence. Il choisit la prudence tactique, il fait ce que les Grecs font le mieux. Il charge droit devant lui. Et l'aile perse qui lui fait face est balayée en quelques minutes. Le problème, c'est que ça marche trop bien. Comment ça, trop bien? Non seulement ils mettent l'ennemi en déroute, mais Cléarque et ses hommes, grisés par ce succès facile, se lancent dans une poursuite effrénée. Et il s'éloigne du combat principal. Complètement. L'unité la plus puissante de l'armée de Cyrus est de fait sortie du jeu par sa propre victoire. C'est d'une ironie terrible. Pendant ce temps, au centre, Cyrus voit ça et il doit penser que c'est gagné. Il est galvanisé. Et c'est là qu'il commet son erreur. L'erreur fatale. Il aperçoit la garde de son frère, au loin. Et il y va. Poussé par la haine, il oublie tout. Il prend sa garde personnelle et il charge, tête baissée. Il arrive à blesser légèrement son frère, mais il est submergé par le nombre. Il est tué sur le champ. Et avec sa mort, tout s'écroule. Instantanément. La nouvelle se répand, l'armée de Cyrus se débande, le camp est pillé, fin de la rébellion. Sauf pour les Grecs. Eux sont toujours en train de poursuivre un ennemi qui n'existe plus. Exactement. Victorieux sur leur petit bout de champ de bataille, mais totalement ignorants du désastre. Le réveil a dû être brutal. Ils apprennent qu'ils ont gagné, mais que leur cause est perdue. Le roi leur envoie un ultimatum. Rendez les armes. Leur réponse est pleine de mépris. Viens les chercher. J'adore. C'est là que leur vieil ennemi, Tissaphernes, revient. Il joue les conciliateurs, leur propose une trêve, de les escorter. Les Grecs sont méfiants, mais ils n'ont pas le choix, alors ils acceptent de négocier. Et c'est un piège, bien sûr. Le piège le plus lâche qui soit. Tissaphernes invite les 5 généraux grecs, dont Cléarque, et une vingtaine de capitaines à une conférence dans son camp. Il ne faut jamais y aller. Jamais. Dès qu'ils entrent dans sa tente, les généraux sont saisis, ils seront torturés et exécutés. Et dehors, tous les officiers qui les accompagnaient sont massacrés. Je n'arrive même pas à imaginer le choc pour l'armée. En une soirée, plus de commandement, ils sont sans chef, sans espoir, au milieu de nulle part. C'est une situation absolument désespérée. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Oui. Et c'est là, dans cette nuit la plus sombre, qu'un homme improbable va émerger. Ce n'est pas un général, même pas un soldat de métier. C'est un civil athénien, un intellectuel, élève de Socrate. Qui était là un peu par hasard. Un peu par aventure, par amitié pour un des généraux capturés. Son nom, Xénophon. Alors c'est la version de Xénophon, évidemment, c'est lui qui raconte. Il a peut-être un peu enjolivé son rôle, non? C'est une critique tout à fait légitime. Il est clair qu'il se donne le beau rôle. Mais même en tenant compte de ça, les faits sont là. Quelqu'un devait agir. Et c'est lui qui l'a fait. Que fait-il concrètement? Il raconte avoir fait un rêve qui l'a poussé à se lever. En pleine nuit, il va voir les officiers restants, un par un. Il les sort de leur torpeur. Par la force de ses mots, son calme, il leur redonne du courage. Il les remobilise. L'armée, au lieu de sombrer dans le chaos, se réorganise. On élit de nouveaux chefs, sur le champ. Donc Xénophon lui-même. Le désespoir se transforme en action. Et c'est le début de la fameuse retraite, une expédition pour la survie. Précisément. Il forme un grand carré creux pour protéger les non-combattants. Et le voyage va être un enfer. D'abord, le harcèlement constant de la cavalerie de Tissaphernes.
Alors pour lui échapper, ils doivent quitter la vallée. Exactement. Ils s'engagent dans les montagnes sauvages du Kurdistan. Et là, ce n'est plus une armée qu'ils affrontent, mais la guérilla. Des tribus montagnardes. Les Kardoutiens, des guerriers féroces qui ne se sont jamais soumis aux Perses. Les Grecs subissent des embuscades, des pluies de flèches, de pierres. Ils perdent plus d'hommes en une semaine là-bas que dans toute la bataille de Cunaxa. Incroyable. Et après les montagnes, ce n'est pas fini. Non, le pire est peut-être à venir. Ils débouchent sur les hauts plateaux d'Arménie. En plein hiver, la retraite se transforme en expédition polaire. La neige, le froid. Les blizzards, des températures glaciales, les hommes meurent de faim, de froid, d'épuisement. Xénophon décrit des scènes terribles. Des soldats aveuglés par la neige, d'autres qui perdent leurs orteils. Certains s'assoient juste dans la neige pour mourir. Mais au milieu de tout ça, comment l'armée a-t-elle pu rester unie? Qu'est-ce qui les a empêchés d'exploser? C'est là qu'on touche à un point fascinant de cette histoire, l'organisation politique de l'armée. Xénophon l'appelle une démocratie en marche. Une démocratie en marche. Ça paraît fou. En pleine crise, en territoire ennemi, ce n'est pas une perte de temps de débattre et de voter. On pourrait le croire. Mais ça a été leur force. Bien sûr, les décisions tactiques urgentes étaient prises par les généraux, mais chaque grande décision stratégique... Quelle route prendre, ce genre de choses, hein. Oui, quelle route prendre? Faut-il négocier? Tout ça a été débattu en assemblée générale. Chaque soldat avait le droit de parole. Et la décision finale était soumise à un vote. Et ça a créé une cohésion incroyable. Une cohésion et un moral extraordinaire. Chaque homme se sentait partie prenante. Ce n'était plus une armée de mercenaires, c'était une cité, une police itinérante. C'est ça qui les a tenus ensemble. Et après des mois de cet enfer, ils y arrivent, au printemps 400. Oui, après avoir traversé des montagnes, des déserts de nage, ils atteignent un sommet. Et les soldats de l'avant-garde se mettent à crier. L'arrière pense à une attaque. Ils pensent à une nouvelle attaque, oui. Mais les cris redoublent. Et à mesure qu'ils approchent, ils entendent un mot, répété encore et encore. Talata, Talata. La mer, la mer. La mer Noire, le symbole du retour vers le monde grec. Le moment a dû être d'une émotion indescriptible. Ils pleurent, ils s'embrassent, c'est la délivrance. Ils ne sont pas encore sauvés, mais ils ont atteint la civilisation. Et leur premier réflexe, c'est d'organiser des sacrifices aux dieux, puis des jeux athlétiques. Un signe qu'ils sont restés grecs malgré tout. Exactement. Au final, l'expédition de Cyrus est un échec total. Mais cette retraite, c'est un succès phénoménal. Et ça a eu l'effet d'un tremblement de terre géopolitique, c'est bien ça. Absolument. Il faut imaginer le choc dans le monde grec. Pendant des générations, la Perse, c'est l'ogre, le monstre invincible. Oui. Et là, 10 000 hommes, sans chef, sans soutien, traversent cet empire de part en part, battent tout le monde et en reviennent pour raconter l'histoire. C'est la preuve irréfutable que le colosse perse a des pieds d'argile. C'est une démonstration de faisabilité, en quelque sorte. La démonstration ultime. Et cette idée, elle va obséder les Grecs. L'empire perse est vulnérable. Des gens comme Philippe de Macédoine, puis son fils, Alexandre le Grand, ils vont commencer à rêver de conquête. L'Anabase a été la preuve que c'était possible. Elle a ouvert la voie. Sans elle, il n'est pas certain qu'Alexandre aurait eu l'audace de se lancer. C'est fascinant de voir comment l'échec d'un seul homme a révélé une vérité qui a redéfini le monde. Et pour finir, une dernière pensée. Xénophon n'était pas un soldat, mais un philosophe. Il a utilisé la raison, la persuasion, des outils intellectuels pour résoudre une crise militaire absolue. Dans les moments de crise les plus extrêmes, le meilleur leadership est-il celui de l'autorité, de la spécialisation, ou celui qui vient d'une pensée différente, capable de fédérer les gens autour d'un but commun?